vous remercier tous d'être venus ici aujourd'hui, de très loin, quelques-uns, de Suisse. Certains sont partis à 2 heures du matin de Nice, que j'avais rencontré la semaine dernière. D'autres viennent de Brest, de Bayonne, etc. La France, paraît-il, est un petit pays, mais quand on la parcourt en voiture, ce n'est pas si petit que cela. Merci donc de votre présence. Merci aussi de tout le travail qui a été fait depuis 1 an et demi. Anne en a parlé tout à l'heure, je ne vais donc pas recommencer, mais il est vrai que nous sommes une sorte de start-up en politique. Ce qui me permet d'ailleurs de dire qu'aujourd'hui, dans le paysage politique, il y a 2 start-up et toute une série de partis qui, pour la plupart, sont en voie de déshérence. Je ne parle pas du Front National, qui a quand même quelques problèmes, n'est-ce pas? Mais à part la start-up Macron et la start-up Tauzin, les autres sont plutôt en voie de déshérence. Qu'adviendra-t-il de la start-up Macron? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce matin, j'ai compris qu'il était quand même le dernier avatar, sans doute, de la France qui va disparaître, puisqu'il a reçu le renfort, voyez-vous, de Daniel Cohn-Bendit. Alors lui, bien entendu, par rapport à nous, il a beaucoup d'argent, hein, mais je crois que nous sommes vraiment sur une autre longueur d'onde. Et cette start-up, la nôtre, est bien entendu, comme toutes les start-up, très fragile, mais elle ne cesse de croître d'une manière absolument fantastique depuis 1 an et demi, et je ne vais pas refaire le tableau qu'Anne a dit tout à l'heure. Ce travail, nous l'avons fait tous ensemble, et nous devons en être légitimement fiers. La fierté est totalement légitime. Nous avons fait un excellent travail depuis 1 an et demi. Maintenant, qu'en est-il? La situation, que ce soit de notre pays, de l'Europe ou du monde, est assez dramatique en ce moment. Je ne vais pas en faire la description, nous y passerions de longues journées et nous finirions tous sous Prozac. Même si cette situation de notre pays est peut-être la plus dramatique de toute son histoire, peut-être, il y a aujourd'hui des signes de renouveau, des signes d'espoir absolument fantastiques. Il y a d'abord un réveil citoyen fantastique dans notre pays, qui est très brouillon, bien sûr. Ça va dans tous les sens. Mais il y a ce réveil citoyen, aidé en particulier par les réseaux sociaux, aidé par Internet, etc. Ce réveil citoyen qui montre que les Français veulent reprendre leur avenir en main. Et nous en sommes. Il y a aussi, comme autre élément positif pour l'avenir, une sorte de décrépitude actuellement de l'Union européenne. Je dis que c'est un élément positif parce que l'Union européenne a été faite sur de mauvaises bases, elle est partie dans toutes les directions, contre la volonté des peuples, contre la souveraineté nationale. Donc c'est quelque chose de positif. Il ne faut pas espérer, je n'espère pas personnellement que tout s'écroule, au contraire, il faut tout simplement reprendre en main ce qui est positif et le rediriger dans la bonne direction. Autre élément positif, les difficultés de l'impérialisme américain, en particulier face à Poutine, mais pas uniquement face à Poutine. Les difficultés actuelles de l'OTAN, pour moi, c'est très positif, parce que l'OTAN était devenue une machine de guerre. J'ai fait partie de ceux qui avaient proposé sa dissolution après la fin de l'URSS. Autre élément positif, j'en parlais tout à l'heure très rapidement, la déliquescence des partis, de nos partis aujourd'hui, les républicains, les socialistes, etc., leur déliquescence, combien y aura-t-il de candidats du côté républicain, du côté socialiste, combien y aura-t-il de candidats l'an prochain? 90% des Français ne leur font plus confiance. Et 90% des Français ne font plus confiance à ce personnel politique. Et ça, c'est de l'espoir, parce que joint avec la prise en main par la nation, par les citoyens de leur avenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort qui se prépare. Je crois que nous sommes à un moment rarissime de l'histoire de notre histoire. Nous voyons mourir en ce moment une vieille France. Elle a commencé il y a fort longtemps, peu importe, et elle a abouti au nihilisme de mai 68. Elle a abouti à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Elle a une France qui s'est déconstruite, qui a perdu ses repères, qui a banni la famille, qui a détruit la famille, etc. Et nous voyons en même temps naître une nouvelle France, en même temps. Donc il y a en ce moment un tuilage, ça va friter, comme disent certains. Il va y avoir des frictions, mais cette nouvelle France, elle est jeune, même si elle a des cheveux blancs. Elle est porteuse d'avenir, on en reparlera tout à l'heure. Et cet avenir, il sera, j'en suis persuadé, tout à fait magnifique. J'ai l'habitude de dire que la France de demain, elle sera plus belle
que celle des cathédrales. Alors pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Quel est notre engagement? Au moins, arrêter la spirale infernale, la spirale de destruction de notre pays. Au moins l'arrêter. C'est possible. Justement avec cette France qui naît. Et, si possible, faire beaucoup plus. Nous devons viser beaucoup plus haut. Arrêter cette spirale infernale, c'est bien. Lancer une spirale vertueuse de reconstruction, c'est très bien, mais il faut viser beaucoup plus haut, parce que c'est l'Europe et le monde entier qui vont mal. C'est l'Europe et le monde entier. Il faut que nous remettions la France dans le sens de sa vocation. Ce n'est pas un gros mot. Toutes les nations ont une âme, toutes les nations ont une vocation. La vocation de la France, ce sont les étrangers qui en parlent le mieux. Par exemple, Staline, qui considérait que pour conquérir le monde, le communisme doit conquérir Paris. Par exemple, Daesh, qui il y a quelque temps disait que pour détruire Rome, c'est son objectif, il faut s'emparer de Paris. Par exemple, Jefferson, troisième président américain, qui considérait que tout homme a deux patries, la sienne et la France, etc. Et Jean-Paul II, bien entendu. La France a une vocation, et sa vocation, c'est de tout mettre au service de l'homme. Tout mettre au service de l'homme, ça veut dire aussi tracer les chemins de l'avenir, ouvrir tous ces chemins vers les sommets et y conduire les nations, leur montrer ces chemins. Ça veut dire aussi répondre aux besoins intimes qu'il y a dans chaque personne humaine, répondre à ce besoin de paix, d'amitié et d'unité. C'est ça la vocation de la France. Ce n'est en aucun cas une vocation guerrière ou dominatrice. C'est une vocation de chef de cordée. Le chef de cordée, c'est le serviteur de la cordée. Il conduit ceux qui le suivent vers les sommets. C'est ça la vocation de la France. J'y tiens beaucoup. En aucun cas une vocation guerrière ou dominatrice. Encore faut-il ces sommets, savoir qu'ils existent et vouloir y monter et vouloir y conduire les autres. Je répète et je répéterai toujours, c'est ça notre vocation. Comment faire? Je crois que d'abord, nous devons en permanence délivrer un message à nos électeurs, en fait à nos amis, à nos frères français, et au-delà de la France. Un message, tout au service de l'homme. Tout doit être placé au service de l'homme. La politique est pour l'homme et non l'homme pour la politique. L'économie est pour l'homme et non l'homme pour l'économie. La monnaie est pour l'homme et non l'homme pour la monnaie, etc. Tout au service de l'homme. Quand nous allons voir quelqu'un, nous devons lui dire « Toi, tu es ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. Tu es ce qu'il y a de plus grand que l'univers. Ne t'avilis pas, ne te laisse pas avilir. Libère-toi et grandis parce que c'est ça ta vocation. Ta vocation, c'est le bonheur, c'est la grandeur, c'est la liberté. C'est ça le message que nous devons délivrer. N'avilis pas tes frères humains, quels qu'ils soient. Au contraire, aide-les à se libérer et à grandir. Et en même temps, tu es plus grand que tu es ce qu'il y a de plus grand que dans l'univers, pardonnez-moi. Tu es ce qu'il y a de plus grand dans l'univers, mais tu n'es pas le maître de l'univers. Tu n'en es que le gérant. C'est un message absolument fantastique qui aujourd'hui passe. Ça, c'est le grand message politique du XXIe siècle. Ce message, nous devons le vivre personnellement. Nous devons le vivre et nous devons le porter aux autres en permanence. L'intelligence ouverte pour bien le comprendre et bien le faire comprendre. Le cœur ouvert parce qu'il doit sortir de nous et les bras ouverts pour le porter aux autres. Mais ce message ne serait que du vent. S'il n'y avait, bien entendu, pour le porter, des mesures pratiques, pragmatiques, organisationnelles. Ce que nous devons faire d'abord, c'est établir des mesures aujourd'hui vitales, absolument vitales, pour notre pays.
il faut impérativement rétablir la sécurité. Je parlais hier avec un commandant de gendarmerie en activité. La situation de notre pays est, en ce domaine, vraiment grave. Et il faut absolument rétablir cette situation rapidement parce qu'elle risque de déraper vers des moments extrêmement difficiles. Et c'est possible. Ceci étant, nous hériterons de 40 ans de démagogie et de laisser-aller. Donc il faudra du temps, de l'argent et, malheureusement, sans doute, du sang pour rétablir cette situation, pour rétablir cette sécurité. Mais c'est impératif. Et il faut aussi, sans aucune haine, sans aucun rejet pour qui que ce soit, faire une pause migratoire de longue durée, sinon nous allons tout simplement éclater. Tout cela, il faudra le faire autant que possible avec l'Europe. Ne croyez pas que je suis un anti-européen. Non, ce serait une faute que d'être anti-européen aujourd'hui. Aucun pays européen ne pourra relever seul les défis du XXIe siècle, pour des raisons que nous pourrons aborder tout à l'heure. Aucun. Il faut simplement réorienter l'Europe. Mais il faut essayer de faire ça au niveau européen. Et si nos amis européens ne veulent pas, eh bien nous le ferons tout seuls. Tout simplement parce que le peuple aura voté pour cela. Il faudra ensuite, et là aussi c'est extrêmement important, sinon vital, refaire notre cohésion nationale, qui est en complète déshérence. Vu de l'extérieur, des amis sénégalais me l'ont dit il n'y a pas longtemps, vu de l'extérieur, nous ne sommes plus un peuple. Nous ne sommes plus un peuple. Un peuple qui n'a pas sa cohésion, c'est comme une famille qui n'a pas de cohésion. Elle disparaît, il disparaît. Nous ne pouvons pas nous passer d'une véritable cohésion nationale. Pour cela, il faut des repères communs à reconstruire pour aujourd'hui. Il ne faut pas vouloir reconstruire la France d'hier. Elle est partie, c'est fini. Je ne suis plus l'homme que j'étais en 1950 quand je suis né. Eh bien, c'est pareil pour la France, elle avance. Il faut refaire une cohésion nationale pour la France d'aujourd'hui, avec des repères pour aujourd'hui, puiser dans notre histoire, c'est évident, mais adapté. Avec un idéal commun. J'en parlais tout à l'heure, ce message qui, je crois, est le seul véritable message politique porteur pour le XXIe siècle. L'homme est grand, tout doit être au service de l'homme. Une solidarité aussi. La solidarité dans une famille est extrêmement importante. Sans solidarité dans une famille, il n'y a pas de famille. Et aussi, pour cette cohésion nationale, très important, relancer l'ascenseur social. Permettez-moi de vous dire que je suis un pur produit de l'ascenseur social. Mes deux grands-parents paternels étaient tous les deux de l'assistance publique. Un bébé long comme ça sur le parvis d'une église à Tarbes. Je m'appelle Alphonse Tauzin. On ne connaît même pas la date de naissance réelle. Ils étaient tous les deux métayers analphabètes. Mon père a été commis de ferme à 14 ans. Il couchait derrière les vaches. Il s'est engagé en 39-45, Indochine-Algérie. Il a racheté une entreprise en faillite. Il a terminé en payant l'ISF, ce qu'il trouvait injuste, moi aussi. Et ensuite, il a été élu au Conseil général de la Charente, vice-président du Conseil général de la Charente. Et moi, je serai président de la République. Merci beaucoup. Alors, contrairement à ce qui se passe aux Républicains, ici, on n'a pas prévu les applaudissements. Ce n'était pas organisé d'avance, n'est-ce pas? Excusez-moi. Il nous faut aussi réorienter l'État. Aujourd'hui, l'État n'est plus au service de la nation, c'est plutôt la nation qui est au service de l'État. C'est une vraie catastrophe. Or, la nation étant souveraine, théoriquement, l'État devrait être à son service. Donc il faut réorienter l'État.
et l'organiser autour de 3 missions majeures, 3 ensembles de missions. D'abord, les missions dites régaliennes, vous savez, la sécurité intérieure-extérieure, la justice, les affaires étrangères et la monnaie. Hein, et là, dans ces domaines-là, l'État doit être parfait. Nous devons, nous, citoyens, exiger la perfection, tout simplement. Parce qu'il s'agit de l'essentiel de la France. Ensuite, il y a un autre domaine de mission, c'est la préparation de l'avenir. Écoutez, dans les armées, dans beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, il y a des fonctions prospectives, il y a une fonction de préparation de l'avenir. J'ai travaillé dans la prospective dans les armées. On imaginait l'armée à 30 ans devant. Rien de tel au niveau de l'État. C'est ahurissant. Il faut donc réorienter l'État aussi dans cette direction, préparation de l'avenir, avec une fonction prospective et une fonction investissement dans les domaines clés de l'avenir que sont la famille, l'enseignement, la cohésion nationale, avant toute chose. Il y en a d'autres, bien sûr, mais d'abord cela. Quand on regarde notre taux de natalité, c'est important. Et ensuite, une troisième fonction, une troisième mission, la libération des énergies. Tout le monde dit que dans notre pays, il y a des énergies absolument fantastiques. Et j'en suis le témoin. J'ai prononcé une 50aine de conférences depuis 1 an. J'en suis le témoin, il y a des énergies fantastiques dans notre pays. Mais il y a en permanence des carcans, des boisseaux. Donc, l'État doit avoir pour mission de faire sauter ces carcans, de sans cesse simplifier. Il faut aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, instaurer enfin une véritable démocratie. Pardonnez-moi. J'ai l'habitude de dire, je sais que je suis un vilain, que nous ne sommes pas en démocratie. Quelqu'un m'a dit récemment que Manuel Valls m'a fait l'honneur, s'il vous plaît, de me traiter de fasciste. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a entendu parler de moi. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que, outre qu'il n'est pas un très bon chef de gouvernement, il est totalement inculte. Parce que si on se réfère à la définition du fascisme par Mussolini lui-même, tout par l'État, tout pour l'État, rien sans l'État, rien en dehors de l'État, le fascisme, il est là-haut. Il n'est pas chez nous. Il est installé au niveau gouvernemental depuis des années, bien avant M. Hollande. Donc, instaurer une véritable démocratie, c'est revenir, ou bien enfin aller vers une démocratie articulée autour de 3 principes essentiels. La subsidiarité d'abord, la responsabilité et la solidarité. Qu'est-ce que c'est que la subsidiarité? C'est pour le chef, le chef, ne pas faire le travail que son subordonné peut faire. C'est ça qu'on dit dans l'armée. C'est simple. C'est-à-dire que, normalement, la personne humaine doit faire tout ce qu'elle peut pour subvenir à ses besoins. Tout ce qu'elle peut. Et ne demander à la commune, à l'entreprise, à l'association, à l'État, de faire que ce qu'elle-même ne peut pas faire. C'est-à-dire, en fait, on renverse la table. On renverse la table. Rien ne doit venir directement d'en haut, sauf pour ce qui concerne les missions régaliennes, mais tout doit venir d'en bas. J'ai dit ça en Corse il y a quelque temps, au mois de juillet. Et ils m'ont dit, mais c'est super votre truc. Hein, je leur ai dit, il y a des choses qui nous concernent tous. Eh bien, c'est simple. Vous savez ce qui vous concerne tous. Eh bien, les élus, les maires, vont dire qu'est-ce qui nous concerne tous. Ils vont créer des structures venant du bas, venant d'eux-mêmes, avec des délégations budgétaires pour les missions qu'eux-mêmes ne peuvent pas remplir individuellement. C'est ça la véritable démocratie. En fait, elle a existé dans certains pays il y a fort longtemps. La responsabilité, aujourd'hui, nous ne sommes plus responsables, ni personnellement, ni collectivement. La responsabilité, c'est quelque chose qui semble avoir disparu dans notre pays. Il n'y a pas de dignité personnelle sans responsabilité personnelle. Ça ne se trouve pas. Tous ceux qui ont eu un métier le savent. Tous ceux qui ont été responsables, justement, chefs d'entreprise, chefs militaires, etc., le savent. La responsabilité personnelle, c'est fondamental et c'est un facteur de dignité. Et enfin, la solidarité, parce qu'il est évident qu'il y a des gens chez nous qui souffrent et il faut les aider. Mais il y a une clé de voûte dont je veux parler maintenant.
il faut enfin établir la souveraineté de la nation sur ses affaires intérieures. On nous parle toujours de la souveraineté extérieure, c'est-à-dire la souveraineté vis-à-vis de l'Europe, des États-Unis, de l'OTAN, etc. Mais quand on regarde à l'intérieur, la nation n'est pas souveraine. Elle l'est théoriquement depuis 1789. Et oui, la République nous a fait roi. C'est ainsi. Mais elle n'est que théorique. Pratiquement depuis 1789, elle a toujours été déviée, dévoyée, accaparée. Aujourd'hui, elle l'est par les partis politiques, par quelques syndicats et par quelques médias, tous alliés. Tous alliés. Il faut enfin établir notre souveraineté sur nos affaires intérieures. Pour cela, il va falloir remettre à leur place, je dis bien remettre à leur place légitime, les partis politiques, les syndicats et les médias. Parce qu'un parti politique, c'est tout à fait légitime, bien entendu. D'ailleurs, on voudrait les supprimer, qu'ils renaîtraient 15 jours après sous une autre forme. Mais c'est légitime à sa place. Un syndicat, mais c'est nécessaire le syndicalisme, mais à sa place, pas pour prendre en otage des millions de Français qui vont au travail, etc. Les médias, mais c'est un très beau métier que le métier de journaliste, qui consiste à dire ce qui est, consiste à dire la vérité. Mais quand il est complètement dévoyé et au service du politiquement correct, ce n'est pas sa place. Pour cela, nous avons, je dis nous, c'est-à-dire notre équipe, celle que je pilote. Nous travaillons depuis 1 an et demi sur un document qui ne serait pas un chiffon de papier. Nous ne savons pas encore exactement comment il s'appellera. Mettons que ce sera la Grande Charte de France. Dans le second livre que nous avons publié au mois de février cette année, il y a un paragraphe sur la Grande Charte d'éthique. Ce chapitre ne me satisfaisait pas vraiment. Je n'avais pas encore trouvé autre chose. Parce que l'éthique, c'est, si vous voulez, les modalités pour s'entendre dans la vie commune, dans la vie de tous les jours. Mais elle découle de quelque chose. L'éthique, partout dans le monde, découle soit d'une religion, soit d'une sagesse. La morale républicaine que les gens de mon âge ont appris à l'école était en fait une morale chrétienne qui découlait du christianisme, tout simplement. Pareil pour une éthique républicaine. Donc, j'ai pensé qu'il fallait monter plus haut. Et nous sommes montés plus haut. Nous sommes allés à une sorte de source, si vous voulez. Cette grande charte nationale, de laquelle découleront énormément de choses, je vous en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce? D'abord, il y aura une définition en quelques lignes. Il faut que ça soit très bref pour que tout le monde le comprenne et le lise déjà, et le diffuse aussi. Très bref, quelques lignes pour définir quelle est notre identité nationale, qui nous vient, nous le savons tous ici, mais tout le monde ne le sait pas et tout le monde n'adhère pas, qui nous vient de la Grèce antique, de la Rome antique et essentiellement du christianisme. Et tout cela donne un grand fleuve civilisationnel auquel nos ancêtres se sont abreuvés en permanence et à partir duquel ils ont créé la France que nous avons, qu'ils nous ont léguée, qu'ils ont défendue. Donc quelques lignes pour définir l'identité nationale. Et puis ensuite, à partir de notre histoire et bien sûr de cette définition de notre identité, définir les fondamentaux politiques de notre nation. Encore une fois, ce sur quoi nos ancêtres ont fait la France. Je ne vais pas les énumérer tous ici, peu importe, mais ce principe de subsidiarité, par exemple. Le fait que l'homme est créé, que ce soit de la nature ou d'un dieu qu'on appelle Dieu ou autrement, il est créé. Et il a en lui un logiciel, pour parler le français d'aujourd'hui. Le fait qu'il n'est homme ou femme et qu'il ne peut s'épanouir que dans la famille, le métier, la nation, que hommes et femmes sont intrinsèquement égaux, etc. Il y a en particulier une nouvelle définition de la laïcité. Je crois que nous pouvons en être fiers de celle-là. La laïcité, qui, vous savez, est un mot qui a été élaboré en 1870 et qui a tout de suite pris
une connotation anti-religieuse, notamment anti-catholique. La laïcité, en fait, a été vécue par la France pendant des siècles, plus de 1000 ans avant le mot. Mais cette laïcité, qu'est-ce que c'était? Et qu'est-ce que ça doit être? C'est la reconnaissance du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel et leur collaboration pour le bien de tous, et non pas un conflit permanent contre les religions. La reconnaissance et la coopération des pouvoirs spirituels et temporels pour le bien de chacun et le bien de la nation. Voilà la laïcité que nous voulons mettre en place. Elle n'est pas conflictuelle, au contraire, elle est unifiante. Elle n'est pas contraire aux droits de l'homme, bien au contraire. Puisqu'elle trouve sa source dans la nature de l'homme elle-même. Donc cette charte, à quoi va-t-elle servir? Eh bien, à vérifier la conformité, parce qu'elle sera votée, bien entendu, par référendum, donc abrogeable uniquement par référendum ou modifiable par référendum. Donc, puisqu'il s'agit de la volonté du peuple, vérifier que toutes les lois sont conformes à la volonté du peuple. Vérifier la conformité des lois à cette charte. Par exemple, très banal, lors des dernières régionales, élections régionales, il y a eu en Île-de-France un parti prônant la charia, qui a dépassé parfois les 5%. Il pouvait se présenter, il remplissait toutes les conditions légales. Était-il légitime au regard de l'être profond de notre pays? Non. Avec ça, on pourrait l'empêcher. De même, on pourrait empêcher l'ouverture d'une école prônant l'inégalité entre l'homme et la femme. L'ouverture d'une école qui détruirait la réputation de la France dans le cœur des Français, etc. Nous pourrions aussi, à partir de cette charte, imposer une éthique aux partis politiques. Enfin, nous pourrions imposer une éthique économique, monétaire, etc. Et pour cela, il faut un organisme pour faire vivre cette charte. C'est vraiment le cœur de notre projet. Il faut quelque chose. Donc nous avons imaginé ce que nous appelons pour l'instant le Conseil de la Charte, composé de Français de la France réelle, des parents, des professionnels, y compris des militaires, hein, des professionnels, des retraités, des familles de pensée, la France réelle. Nous envisageons de les tirer au sort parmi les gens qui ont un casier judiciaire vierge, et puis volontaires, les tirer au sort. Bien sûr, on leur adjoint une équipe de spécialistes, de juristes, etc. Et voilà. Et ces gens-là seraient chargés en permanence de faire vivre la charte et de diffuser l'esprit de la charte dans toute la nation comme facteur, si vous voulez, de cohésion nationale. Alors vous allez me dire, et la Constitution là-dedans? Nous en sommes arrivés à considérer que la Constitution, c'est très important, bien entendu, mais c'est grosso modo le règlement intérieur de la nation. Une école a son règlement intérieur, une entreprise a son règlement intérieur, un régiment a son règlement intérieur, la nation a son règlement intérieur. Mais la charte serait au-dessus, parce qu'elle parle de l'identité de la France et des principes fondamentaux de son organisation politique, mais aussi économique, etc. La charte serait donc au-dessus, et le Conseil de la charte au-dessus du Conseil constitutionnel. Nous pourrions éventuellement supprimer le Conseil économique, social et environnemental, à mon avis, on ne perdra pas grand-chose, et le remplacer par le Conseil de la charte. On peut aussi envisager, je vais me faire des copains avec ce que je vais dire, vraiment des vrais copains, on peut aussi envisager de remplacer le Conseil constitutionnel par ce Conseil de la charte, composé de Français issus de la France réelle dans sa diversité. Croyez-vous franchement que messieurs Hollande, Sarkozy, Jospin, Fabius vont m'aider l'an prochain? Honnêtement, je ne le crois pas.
Honnêtement, je ne le crois pas. Bien, d'autant plus qu'ils font partie de ces gens qui, depuis 40 ou 50 ans, ont mis à mal non seulement la Constitution, mais nous ont conduits finalement dans la situation où nous sommes. Donc, je crois que, sans être méchant avec eux, on peut quand même faire sauter cette, comment dire, changer ce Conseil constitutionnel qui, à mon avis, est à bout de souffle aujourd'hui, complètement. Cette affaire-là, voyez-vous, si elle est menée avec force, fermeté, volonté, dans la durée, je pense vraiment qu'elle peut enfin établir la souveraineté de la nation, la souveraineté intérieure de la nation. Et à partir de là, se produira un engrenage vertueux de pacification des rapports humains, chez nous, en France, de libération, d'humanisation, parce que nous sommes en voie d'ensauvagement aujourd'hui en France. Et plus tard, au-delà, un mouvement d'épanouissement de la France et des Français et de rayonnement vers le monde. J'attends beaucoup de cette charte. Je vous assure, nous travaillons dessus depuis bientôt 2 ans. Et il y a quelques jours, nous avons senti une sorte de jouissance forte devant notre travail. J'ajoute que cette charte est un produit made in France, facilement exportable. Au moins dans toute l'Europe, parce que nous partageons avec la quasi-totalité des pays européens les mêmes fondamentaux, les mêmes éléments d'identité. Donc ça peut être aussi une charte européenne, mesdames et messieurs. Vous voyez, on transforme la construction technocratique, idéologique, sclérosante que nous avons aujourd'hui en une construction d'avenir. Grâce à ça, à condition de le faire vivre. C'est évident, parce que si ça reste un chiffon de papier, autant ne pas le faire. Ne comptez pas sur moi pour un chiffon de papier. Donc, avec ce message, tout doit être mis au service de l'homme. Avec cette charte qui peut permettre à la nation, qui va permettre à la nation d'être souveraine chez elle et d'exporter, si je peux dire, la souveraineté en politique étrangère, il n'y a qu'une seule réalité, ce sont les nations et rien d'autre. Tout doit revenir autour des nations, tout reconstruire autour des nations. Bien. Avec aussi les réformes dont je vous parlais tout à l'heure concernant l'État, concernant la sécurité, etc. Eh bien, la France retrouvera un nouveau souffle. Et ça ira très vite. Ça ira très vite. Du moment qu'on aura pris ce nouveau chemin, écoutez, les ardeurs sont telles aujourd'hui en France, les possibilités d'épanouissement sont telles aujourd'hui en France, que parfois je crains qu'en soulevant le couvercle de la marmite, ça ne parte dans tous les coins. D'accord ? Il va falloir canaliser. Voilà. Je suis persuadé que très vite, la France retrouvera de l'air. Elle retrouvera l'envie de vivre et de s'épanouir au service de l'Europe et du reste du monde, et d'abord au service des Français. Je voudrais faire une petite réflexion. D'abord, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La France ne pourra pas affronter seule les défis du XXIe siècle. Aucun pays européen ne le pourra. Quels sont les défis? Il y a quelques jours, nous avions rendez-vous avec nous, citoyens. N'est-ce pas? Avec Xavier Colson, nous, citoyens. Ils ont commencé à nous parler d'économie, d'entreprise. Fort bien, c'est très important. Quand la parole a été donnée à Xavier, il est monté de 3 crans. Et ils ont découvert, les yeux un peu effarés, que le grand défi du XXIe siècle pour la France et l'Europe, c'est l'Afrique et le Proche-Orient. Et c'est un défi d'abord démographique. D'abord démographique. Aujourd'hui, l'Europe, y compris la Russie, c'est environ 600 millions d'habitants. Pour maintenir, avec un taux de
de natalité comme nous avons, pour maintenir 600 millions à la fin du siècle, il faudra en importer, si je peux dire. Hein, il faudra avoir un flux migratoire important. Mais dans le même temps, l'Afrique et le Proche-Orient, ce grand ensemble, va passer de environ 2 milliards à plus de 6 milliards. Jeunes. Il est là le grand défi. Donc la France seule ne pourra pas affronter ce défi. Aucun pays européen seul ne pourra affronter ce défi. La mondialisation. Elle a très mauvaise presse aujourd'hui, mais qu'y a-t-il derrière? Il y a d'abord dans cette affaire, caché derrière les événements que nous avons tous les jours, un désir profond de l'humanité tout entière, un désir d'unité du genre humain. Et cela, c'est bon. Ce désir, il est bon, intrinsèquement bon. Et tout au long de l'histoire, certains ont voulu faire l'unité du genre humain. Les uns, c'était pour son bonheur, les autres, c'était uniquement pour s'enrichir et avoir du pouvoir, etc. Alexandre le Grand, pensez à Jean Giscard, plus près de nous, à Napoléon, et même à Hitler, et aujourd'hui l'Empire américain, n'est-ce pas? Il y a tout au long de l'histoire des gens qui ont voulu créer l'unité du genre humain, mais la plupart du temps, avec une forme violente. C'est pour ça que ça s'est toujours écroulé. Et l'Empire américain s'écroulera. Point. Parce qu'il va sur les mêmes brisées. Il agit de la même façon, avec des modalités un peu différentes dans le précis. Mais cette volonté d'unité du genre humain, elle est là, et elle est bonne. Et il y a dans le phénomène aujourd'hui de la mondialisation, les réseaux sociaux, il y a Internet, ce sont des moyens absolument fantastiques pour l'épanouissement de chacun, et en particulier, si nous le voulons, pour l'épanouissement de la France, pour sa vocation au service de tout homme, quel qu'il soit et où qu'il vive. Voilà mes deux réflexions. Donc, la France, si elle fait ce que j'ai brossé tout à l'heure, redeviendra le moteur de l'Europe. Ça tombe bien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus et il y en a besoin. Elle redeviendra le moteur de l'Europe. Une Europe qui sera fondée sur la souveraineté des nations. Très rapidement, moi, aujourd'hui, dans tout l'appareil européen, je conserverai le Conseil des chefs d'État et le reste, je pense que ça peut disparaître. Peut-être pas tout, mais en grande partie. Une Europe solidaire face aux grands défis du XXIe siècle et une Europe qui sera, elle aussi, parce que toutes les nations européennes sont faites du même sang, qui sera, elle aussi, au service de l'homme. Donc appelée à rayonner au niveau mondial, comme elle l'a fait pendant des siècles. Et aujourd'hui, si l'Europe est en train, selon certains, de disparaître, elle ne disparaîtra pas. Si la France, selon certains, est en train de passer, elle ne passera pas. C'est parce qu'elle ne vient plus s'abreuver à ce long, grand fleuve civilisationnel dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour cela, parce qu'elle refuse de savoir qu'elles sont faites pour le service de l'homme européen et l'homme mondial. Mais pour que l'Europe s'épanouisse de nouveau, il y a un verrou à faire sauter. Et une nécessité, je viens de vous en parler, c'est de revenir à sa civilisation, aux fondamentaux de sa civilisation. Mais le verrou à faire sauter, il est psychologique. Nous devons bannir, définitivement bannir, lutter contre tous les jours, contre la repentance et la culpabilité. Sarkozy doit être jaloux, parce que lui, il les organise. Lutter, bannir définitivement la repentance et la culpabilité. Nous devons dire, le prochain chef d'État doit dire aux Allemands, oui, la Shoah est une horreur, mais ce n'est pas vous qui en êtes coupables. Et moi, je dis aux Français, ben oui, le colonialisme, l'idéologie colonialiste est une horreur. Elle s'abreuve à Arthur de Gobineau, le grand maître de la théorie de la race supérieure.
Mais l'action coloniale de terrain, c'est une belle œuvre. Et ce sont les Africains eux-mêmes qui le disent. Deux anecdotes sur le sujet. Vous le savez sans doute, avec Brigitte, mon épouse, nous avons fondé une école au Sénégal, en Casamance. À l'occasion, j'ai retrouvé un camarade de promotion, c'est un Syrien, de quelques années plus âgé que moi, général de division. Là-bas, c'est le sommet de des classes sociales, bien entendu, pas en France. Et qui, en m'accueillant à l'aéroport, enfin quelques temps après, me dit « Tu sais, Didier », et d'un air très sérieux, « Moi aussi, je dis, c'est quand la fin de l'indépendance ?» Bon, bien sûr, c'est anecdotique. Il n'y aura jamais de fin de l'indépendance. Ça veut dire que ces gens-là ont gardé un vrai bon souvenir de la présence française. Il y a même un député PS français, Kofi Yamgan, j'ai du mal à dire son nom, pardonnez-moi, qu'il me pardonne, hein, qui le dit lui aussi. Une autre anecdote, quand j'étais garde du corps du président Houphouët-Boigny, dans ma jeunesse folle de lieutenant, il me disait, ce grand homme, nous, Africains, devrions bénir la colonisation jusqu'à la fin des temps. Un autre ami sénégalais me disait récemment, tu sais Didier, si on faisait voter les Sénégalais sur la question « Voulez-vous redevenir colonie française ?», on aurait 95% de oui. Il faut vraiment lutter contre cela. Ce sont des Français qui nous font croire que la France est sale. C'est pas vrai. Il y a eu des saletés, c'est vrai, et oui, comme dans aucune œuvre humaine n'est parfaite, aucune. Mais l'œuvre coloniale en particulier est belle. Et il y a des quantités de domaines sur lesquels on nous oblige à nous repentir et à culpabiliser. Ça suffit. Ça suffit. Il faut redire que nos ancêtres qui ont fait les cathédrales n'étaient pas des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves qui font des bijoux pareils. C'est impossible. Nos ancêtres qui ont fait Verdun n'étaient pas des esclaves non plus. Il faut avoir du cœur et aimer la France pour aller au carton comme ça. Donc nous devons le dire et le redire sans cesse. C'est comme ça aussi que nous rebâtirons la France et l'Europe. Il faut faire sauter ce verrou. Et à partir de là, tout renaîtra. Regardez ce qui se passe en Russie. Regardez ce qui se passe en Russie. Malgré 70 ans de communisme, malgré la destruction radicale des familles, de la société, etc., la natalité russe redémarre. C'est fantastique. La Russie renaît. Donc c'est possible, donc nous le ferons. Au-delà de l'Europe, non, et à travers l'Europe, la France et l'Europe rayonneront sur le monde. En fait, nous devons penser l'Europe, non pas comme un club de riches. Bien sûr que la richesse n'est pas mauvaise, c'est évident, c'est même une bénédiction. Non pas comme une maison de retraite. Regardez l'Europe d'aujourd'hui. Regardez l'Europe d'aujourd'hui. C'est une maison de retraite pour vieillards richissimes, je parle des nations, hein, je ne parle pas de chacun d'entre nous. C'est une maison de retraite pour vieillards richissimes qui défendent toute griffe dehors leur magot. Eh bien, bien sûr que les autres veulent prendre le magot. C'est normal, à leur place, j'en ferai autant. Il faut penser l'Europe autrement. Il faut penser l'Europe rayonnante vers le monde, parce que le monde nous attend. Et ils le disent, Même entre Européens, on se le dit. Mario Monti est venu dire ça à l'Assemblée nationale française il y a quelque temps, il y a 2 ou 3 ans. Enfin, les Français, réveillez-vous. Combien de fois entendons-nous ailleurs, enfin les Français, mais qu'est-ce que vous faites? Et c'est même l'un d'entre vous, je crois qu'il n'est pas dans la salle aujourd'hui. Il y a quelque temps, un Français celui-là, qui, Anne m'avait demandé de l'appeler parce qu'il était un petit peu excité, il n'avait pas réponse à toutes ces questions, etc. Je l'appelle, je discute un long moment avec lui. Un ouvrier maçon, s'il vous plaît. Un type très bien. Et au bout d'une demi-heure de discussion, il me dit, mais mon général, quand même, là, regardez le monde. Le monde irait mieux si on faisait notre boulot. Il a raison. Il a raison. Il faut donc reconcevoir la France, l'Europe,
pour rayonner sur le monde. Pour cela, il faut d'abord rebâtir la France, et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui.